Si vous êtes fidèle de cette page Tellement Geek, vous avez sûrement dû déjà entendre l'interview ou les interviews que j'avais fait autour du jeu dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit de Color Quest, un jeu de figurines à peindre. Après une campagne alpha, une campagne bêta, voici la campagne gamma qui commence le 14 avril et qui se termine le 7 mai. Et pour en parler, nous sommes bien sûr en compagnie, comme à chaque fois, de Fabien Friès. Bonjour Fabien. Bonjour Xavier. Alors, pas la peine de revenir, on invite les gens à aller trouver les différentes interviews qu'on avait fait à chaque fois pour les différentes campagnes. On va s'intéresser particulièrement à cette campagne Gamma, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs choses à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la généralité de Color Quest pour commencer ? Alors Color Quest, c'est un projet évolutif qui a été lancé en 2017, donc avec une première campagne sur Kickstarter, puis après qui est parti donc sur Game on Tabletop, pour des raisons tout simplement de communauté, du fait que la majorité des contributeurs étaient francophones, cherche une plateforme qui soit, je dirais, plus adaptée à mon style d'univers. Donc depuis effectivement 2018, le jeu enchaîne les campagnes à raison d'une par an sur Game On, donc à chaque fois avec 3 nouveautés. Donc l'idée principale, c'est qu'en fait les contributeurs contribuent à hauteur de 2 personnages, 2 figurines, et qu'une troisième leur soit offerte à partir du financement plus 1 000 €. C'est-à-dire que pour celle-là, pour le troisième opus, en gros, je ne répercute pas les frais de production, c'est uniquement les coûts de développement, et puis on part là-dessus. Donc 3 nouveautés par campagne. Cette édition va présenter donc 2 nouveaux personnages, voire même on va dire une esquisse de nouveaux clans, puisqu'actuellement le jeu propose 2 clans différents. Donc un clan plutôt affilié, on va dire entre guillemets aux gentils, qui sont donc des petits personnages de peinture, des petits personnages fruits qui se battent avec de la peinture, donc ils se battent contre un camp plus hostile qui se base sur la peinture noire. Donc ça, c'est les 2 clans de la boîte de base. Et cette campagne va introduire un 3e clan un petit peu différent qui va débuter, en fait, qui va faire office de mercenaire dans un premier temps, donc qui sera jouable par les deux premiers, et qui à terme va devenir un camp autonome à partir du moment où ils auront un petit peu plus d'entrée, notamment un nouveau héros qui devrait être, j'espère, déployé dès la prochaine édition ou la suivante en fonction du financement de cette campagne. Il y a une particularité aussi à ces figurines, c'est qu'elles ont un aspect qui ressemble à rien d'autre. Vous avez vraiment travaillé l'esthétique des figurines pour que lorsqu'on voit une figurine de votre jeu, on sait que c'est Color Quest. Alors voilà, exactement. C'est vrai que c'est un univers, donc l'univers d'origine s'appelle Color Wars, donc c'est un univers sur lequel on travaille depuis presque maintenant 15 ans quand même, ça commence à dater. Donc effectivement, il y a une patte qui est un petit peu particulière. C'est pas forcément une volonté de notre part de se démarquer, mais c'est plus une volonté d'être fidèle à l'univers qu'on a créé avec toute cette intrigue. Et il est vrai que c'est un univers assez original. De par donc cet aspect d'avoir des personnages fruits, de tourner autour de la peinture, puisque on a des invocations de peinture, on joue aussi avec donc les peintures se mélangent, chaque clan issu de peinture a des propres spécificités, le rouge va être plus axé sur la force, le bleu sur la magie par exemple, et on va même jusqu'à des mélanges, puisque les mélanges qu'on retrouve en colorimétrie, on les retrouve aussi dans le gameplay, donc si on a le gameplay du clan violet par exemple, va reprendre les grands traits du rouge et du bleu. Et on a aussi des aspects comme ça sur la lumière. Donc on joue sur tout ça, et en plus on a toute une partie, donc plus on avance vers l'intrigue, plus on va vers donc la peinture noire, et là on arrive sur des univers un peu différents, on part du végétal et on arrive vers tout ce qui est fongique. Donc en gros, donc tous les esprits, tous les êtres gentils sont affiliés aux fruits et aux végétaux, tous les êtres méchants sont plutôt affiliés aux champignons. Et voilà pour les grands traits. Mais c'est vrai que ça donne un projet un petit peu atypique, avec une gamme de figurines qui est pas forcément compatible avec tout, même s'il y a quelques références. Je sais qu'il y a des gens qui viennent récupérer des références chez nous pour justement simuler des dryades ou des hommes arbres par exemple, parce qu'on a des personnages un petit peu comme ça aussi. Mais c'est vrai que c'est pas le but premier de l'exercice de proposer du proxy. Nous, c'est vraiment de pouvoir alimenter notre univers et d'avancer dans l'intrigue d'une campagne à l'autre, puisqu'on a donc Color Quest fait partie d'une trilogie de jeux et donc d'une vraie intrigue globale, et on va pouvoir avancer au fil des saisons comme ça jusqu'au dénouement final.
L'autre particularité de cette campagne, et on va peut-être toucher aussi toutes les autres campagnes, c'est que vous n'êtes pas une grosse société, une grosse maison d'édition. C'est fabriqué en France, voire en Europe, si on élargit, vous me disiez, avec la fabrication des dés ou de choses comme ça, mais tout est fait un peu, on va dire, maison, entre guillemets. C'est vous qui empaquetez les figurines, qui faites les paquets, qui les envoyez aux contributeurs, et à chaque fois, c'est un peu, vous vous mettez en danger sur chaque campagne. Et là encore plus, puisque Covid-19 oblige, il y a une autre façon de voir les campagnes en ce moment. Alors c'est exactement ça. Alors je reviens juste sur l'aspect de la production, donc on est tout à fait, c'était tout à fait juste. Tout ce qui est figurine est fait et fabriqué en France, que ça soit de la conception, donc l'illustration, sculpture, jusqu'à la fabrication. On travaille avec un partenaire français qui fait du très bon travail, qui s'appelle GRX Création, qui est connu dans le milieu de la figurine en résine. Et on a quelques partenaires européens pour tout ce qui est dés, cartes, tokens, donc les socles des figurines. Donc et notre imprimeur se situe également en France. Après, effectivement, chaque campagne est un vrai challenge, mais je pense que c'est pas propre à la taille de l'entreprise. J'ai eu l'occasion de voir, je pense que les gens qui suivent un peu le crowdfunding ont vu récemment même des très gros studios aborder des convenus. Moi, j'ai aussi eu l'occasion de voir sur d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé, des projets qui avaient fait des beaux scores en première édition, qui n'ont pas forcément concrétisé quand il a fallu les rééditer. Donc le crowdfunding, c'est un univers assez particulier et impitoyable. Maintenant, c'est vrai que sur une société comme la nôtre, comme la mienne, qui n'a pas ou peu de trésorerie, c'est clair que ce sont des enjeux très forts. C'est-à-dire qu'en gros, j'attends d'une campagne de financement participatif de lever les fonds nécessaires pour la production et bien entendu après surtout pour le développement. C'est surtout sur ce deuxième cas de figure, ce deuxième volet où c'est plus complexe, puisque là il faut développer les nouvelles figurines, donc il faut faire appel à des sculpteurs, des illustrateurs et compagnie. Donc c'est vrai que ça c'est un vrai enjeu. Et plus particulièrement là maintenant en période de Covid-19, c'est vrai que c'est un contexte qui est particulier, un peu anxiogène pour tout le monde. Et là j'ai mis à peu près, ça fait 3 semaines, un mois là que je me posais la question de savoir si j'allais maintenir le lancement pendant cette période ou pas. Donc j'ai eu l'occasion de faire un sondage auprès de tous les contributeurs ColorQuest. J'ai eu une 40aine de retours de gens sérieux qui ont vraiment répondu à aux quinzaines de questions que je leur posais. Et j'ai eu la chance aussi j'ai des échanges réguliers avec les gens de chez Game On qui sont très sérieux également. C'est ce que j'attendais notamment de cette plateforme en migrant vers eux. Et je sais qu'eux ont pris le problème aussi au sérieux. Et il en est ressorti qu'il valait mieux... je dirais l'idée générale, c'était qu'il fallait faire front ou éventuellement reporter, mais sur une longue période. Et comme cette seconde option n'est pas envisageable par rapport à la taille du projet, je peux pas me permettre de sauter une édition puis revenir en 2021 avec la suite. J'ai préféré faire front et donc avancer de 3 semaines la campagne. Donc ça va nous permettre de pouvoir, proposer le produit pendant que les gens sont en confinement, d'être un peu réactifs au niveau des commentaires. Et puis surtout de pas trop les faire patienter, puisque tout était prêt. C'était surtout des contraintes techniques, d'intégration, de choses. Je vais pas vous ennuyer avec ça. Mais voilà, c'était surtout la technique qui retardait l'avancée du projet. Et là, on a décidé du coup de faire face et puis de proposer ça aux gens pour leur permettre aussi de s'évader un petit peu. C'est vrai que ça participe. On est dans du ludique. Après tout, si ça doit se faire, autant que ça se fasse. Et puis on verra, mais les gens, j'ai des retours sérieux qui garantissent déjà 50% de l'objectif. Et notre but est toujours aussi de toute façon de faire appel à des nouveaux contributeurs comme à chaque campagne. Donc c'est surtout là que ça se jouera. On va en profiter peut-être pour rappeler le nom des artistes avec lesquels vous travaillez, Valentin, Gaël et Stéphane, qui ont fait un travail superbe sur ces figurines. Comment va se dérouler cette campagne? Est-ce que les gens vont pouvoir avoir accès aux produits des campagnes précédentes, par exemple? Alors j'ajouterai également deux noms de sculpteurs à ceux que vous avez cités, puisqu'on a aussi Christophe Bauer et puis on a anciennement Rémi Tremblay qui a travaillé avec les premières références. Je les cite aussi parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas sur cette campagne-là, mais comme on propose à chaque fois d'avoir accès à l'ensemble des figurines produites par la société à travers les années, en fait finalement chaque sculpteur ou chaque illustrateur a son importance. Donc effectivement là on aura comme d'habitude accès à l'ensemble des produits qui ont été édités par la société. Donc ça représente quand même en tout à peu près plus de 40 références de figurines uniques et puis à peu près une 50aine de produits, puisqu'on propose pas mal de packs de façon à aider les gens, que ce soit les peintres ou les joueurs,
avoir des choses en fait qui sont le plus efficaces et le plus rentable possible pour tout le monde. Donc on aura accès effectivement au-delà de ces 3 nouveautés habituelles à l'ensemble de la gamme, que ce soit le jeu, les monstres, éventuellement aussi en série très très limitée au premier jeu, et il y aura quelques goodies en plus comme d'habitude en fonction du taux de financement, même si c'est pas du tout pour les nouveaux qui rejoindraient ou qui entendraient l'interview, c'est pas une Color Quest, c'est pas une chasse au stretch goal, hein. Clairement ce qui est annoncé c'est vraiment une figurine entre guillemets cadeau, donc on en achète 2, on en a 3 à la livraison, c'est ça le gros de la campagne. Maintenant en cas de succès, j'offre toujours des petits bonus en plus, comme par exemple des cartes, où là on a une opération spéciale, par exemple pour chaque contributeur qui sera issu des anciennes campagnes, ils recevront gratuitement une figurine spéciale en plus des 3 déjà cités dans leur colis, pour les remercier de leur fidélité, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut continuer à avancer et que je peux lancer mes campagnes en sachant, je dirais, à peu près où je mets les pieds, sans avoir uniquement l'effet de surprise inhérent aux campagnes de crowdfunding. Alors parlons-en un tout petit peu de ces 3 figurines, puisque sur votre page on peut en apercevoir des photos. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces 3 figurines, l'assassin, le spartiate, le nécromancien. Pourquoi avoir fait le choix de ces trois figurines? Alors deux bonnes questions. Déjà, je suis assez moi aussi surpris en fait de l'engouement des gens à travers ces trois nouveautés. Pour être tout à fait transparent, j'aurais pensé que cet engouement-là aurait été présent sur l'édition précédente qui présentait donc des personnages féminins assez emblématiques, mais ça s'est pas passé. Donc là on a un réel engouement autour de ces personnages. Alors pour revenir à la conception, c'est parce que avant tout, je souhaitais avoir des personnages assez emblématiques et aller de plus en plus vers des archétypes, de façon à ce que chacun puisse déterminer d'un coup d'œil à peu près quelles seraient les fonctionnalités en termes de jeu de ces personnages. Puisqu'on était sur des choses un peu plus tribales, voire un peu clairement inventées, propres à l'univers sur certains de nos personnages. Là, plus on avance, plus on va vraiment sur des grands traits comme ça qui sont communs, je dirais, à tous les joueurs ou tous les peintres. Donc et après, alors pourquoi ces 3-là en particulier? C'est un mélange après d'inspiration, aussi de gameplay. Pour des besoins du jeu. Par exemple, le nécromancien, étant donné qu'on a des squelettes de bois dans l'univers, il me fallait un personnage qui puisse vraiment interagir avec ses invocations et qui permette aux joueurs de pouvoir, je dirais, profiter un maximum de ces éléments sur le jeu. Donc le nécromancien est plutôt un choix, je dirais, tactique. Le spartiate, c'est aussi une déclinaison d'un personnage ancien sur lequel on avait travaillé depuis très 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 longtemps, qui était un gardien qu'on avait dans les toutes premières versions du jeu Pen Brawl, mais vraiment avant même la version qui a été commercialisée à l'époque, et qui en fait était devenu le chef. Et on avait laissé ce personnage de côté avec son home pinceau, on l'avait mis de côté, puis là il est ressorti en version un petit peu améliorée, et je dirais que le contexte colle beaucoup plus avec la personnalité, puisqu'à l'époque on n'avait pas du tout ces personnages sombres, on n'était que dans de la couleur, que dans des choses un peu rondes. Donc là il prend beaucoup plus de corps, on est plus dans quelque chose de l'ordre des 300 de Frank Miller, dans l'idée, avec toujours la patte Color Quest, ils se battent avec de la peinture, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas vraiment de mort, même si il y a quand même des choses, on verra dans le scénario, il y a quand même des choses qui vont arriver, il y a quand même peut-être des déceptions d'un côté ou de l'autre, mais il y aura des évolutions, puis il y aura des personnages qui prendront un petit peu qui évolueront. Je ne sais pas trop en dévoiler, mais ils vont évoluer, il va se passer quand même. Ça restera pas aussi linéaire que jusqu'à présent, c'était le but de cet arc-là de la trilogie. Et puis enfin, pour l'assassin, c'était effectivement un choix, je dirais, plus autour de discussion. Il fallait aussi des personnages qui fassent écho au grand, je dirais, grand profil du jeu, puisqu'on a magicien, guerrier, éclaireur, donc ça c'est les castes du jeu. Donc étant donné qu'on avait déjà le Spartiate affilié au guerrier, et puis le nécromancien associé au magicien, il fallait un éclaireur charismatique avec une personnalité assez sombre. Donc l'assassin s'est imposé, je dirais, assez simplement. Donc les choix que je vous évoque là seront un peu plus vont évoluer pour les prochaines sorties, où là ça va être un peu plus travaillé, parce que à force d'utiliser tout le bestiaire fantastique et puis historique, il faut aller chercher de plus en plus loin dans les influences, mais on y arrive.
Donc normalement, si celles-ci vous plaisent, il y a de fortes chances que les prochaines aussi suscitent votre intérêt. C'est tout l'enjeu de la suite de ces campagnes. Parce qu'il faut le dire, hein, il y a un vrai suivi de gamme. C'est la 3e campagne, mais vous savez déjà que c'est pas la dernière. Alors, en tout cas, moi, je travaille et on travaille pour que ça soit pas la dernière. Il y a effectivement, dès la prochaine, d'ailleurs, Delta, qui j'espère portera bien son nom. Je voudrais vraiment qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet avec peut-être une évolution du jeu assez importante, avec l'arrivée de ce 3e clan. Et après, bien sûr, il y a encore d'autres campagnes qui sont prévues. On a de quoi tenir facilement encore 3 campagnes sans uniquement avec ce qui est déjà créé ou ce qui est en cours de développement. Donc après, encore une fois, l'idée c'est pas d'en faire pour en faire, c'est vraiment de coller entre les événements du jeu initial et puis les événements du jeu. Donc le jeu initial s'appelait Pen Brawl et puis le jeu final qui s'appelle Dark Threat. Donc Color Quest prend place entre ces 2 événements. Donc en fait la fin est un petit peu écrite à l'avance déjà, donc je sais clairement où je vais. Mais il y a quand même des nouveautés, il y a quand même des intrigues et il y a l'occasion de creuser surtout des personnages qui sont plus complexes que dans les 2 premiers opus, avec des psychologies un peu plus torturées, un peu plus. On peut prendre le temps, d'aller justement dans le détail et c'est ce qui moi m'intéresse aussi en tant qu'auteur. Est-ce que vous avez noté peut-être une dissociation entre ceux qui participent parce que les figurines sont belles, qui a un réel plaisir à les peindre, à les exposer, à en faire de chouettes objets, et ceux qui sont là parce que c'est d'abord avant tout un jeu? Alors effectivement, il y a vraiment 2 groupes, même si lors du passage sur Game On, on a pu les différences se sont un petit peu atténuées, mais on va dire que principalement jusqu'à présent, c'est surtout quand même des peintres, en tout cas les gens jouent mais peignent avant tout leurs figurines. Mais le besoin du jeu est vraiment là et important. Et ça revient très très souvent dès qu'un aspect est un peu négligé ou dès que je tarde un petit peu à travailler sur tel ou tel aspect des règles. Les gens ont besoin en fait de savoir que le jeu est là. Ils ont besoin de savoir qu'il va évoluer, qu'il y a des perspectives. Donc et surtout, avant tout, moi je suis auteur de jeu et game designer, donc c'est clair que c'est une évidence pour moi. Depuis le lancement de ce projet, il y a un vrai jeu derrière. Mais économiquement, c'est là où c'est un petit peu délicat, c'est qu'économiquement, c'est surtout la figurine qui fait avancer le projet. Et c'est pour ça que des fois certaines évolutions du jeu tardent un petit peu à arriver. Non pas parce qu'elles sont pas prévues, mais parce qu'il faut bien gérer les priorités. Et c'est vrai que c'est la figurine qui fait avancer le projet. Ça c'est clair en termes d'achat. Et du coup, pour vous, comme vous le disiez, c'est un réel enjeu, c'est-à-dire que on n'y va pas à l'aveugle, il faut que ce soit vraiment travaillé, il faut que ça plaise. Vous vous servez peut-être aussi du retour des gens pour faire évoluer les choses que vous proposez? Alors je sollicite beaucoup la communauté, on échange régulièrement je dirais plutôt sur la façon de faire. Après sur les prises de décision, non, en fait ça c'est vraiment. Alors il y a des échanges, hein, il y a toujours des choses qui naissent d'échanges, mais c'est plutôt unilatéral, c'est plutôt des choix qui sont faits que je fais en âme et conscience. Je consulte régulièrement aussi le co-auteur de Color Wars avec qui on a fait les 2 premiers jeux pour être certain d'être dans les clous et que ce qui est rajouté ne soit pas, n'aille pas à l'encontre de l'univers. Mais c'est vrai que non, je ne sais pas trop. J'y ai pensé de faire des votes typiquement sur la saison Delta. Il s'est posé cette question pour savoir quel axe on allait prendre. Plutôt que faire évoluer l'axe 1, la piste 1 ou la piste 2. Mais au final, je tranche moi-même dans la mesure où il y a tellement de contraintes en fait liées autour de Color Quest sur le plan économique et organisationnel que je tiens à préserver cet axe, je dirais, de plaisir. Je veux me faire plaisir avant tout, sans négliger bien entendu le plaisir des joueurs et des peintres. Mais ça, vraiment, pour échanger avec eux régulièrement, je pense que je me suis pas déconnecté de la base. Et les gens, enfin, j'ai les retours. Là, ils viennent de recevoir leur colis bêta au mois de mars. Et ils étaient très nombreux à vouloir revenir en fait dès le mois d'avril là pour la suite. Donc c'est généralement comme ça d'une campagne à l'autre. Les gens qui ne reviennent pas sont des gens, de ce qui m'est dit, hein, parce que j'envoie des questionnaires, ce sont des gens qui tout simplement ont d'autres projets en cours. On est d'accord qu'on est sur du jeu de figurines, donc chacun sait que ça demande du temps, des moyens financiers pour être suivi. Et quand on a déjà 3-4 jeux à suivre, c'est vrai qu'il n'est pas forcément évident d'en ajouter un 4e. Donc Color Quest est dans ce cas-là. Donc voilà, la plupart en tout cas des retours que j'ai sur des gens qui ne poursuivent pas l'aventure, bien plutôt de là, ça représente à peu près, je dirais, 10% des contributeurs. La grosse majorité des contributeurs sont des contributeurs qui pour moitié ont fait toutes les saisons.
pour l'autre moitié viennent de ColorQuest Alpha et Beta, et l'autre moitié sont des nouveaux contributeurs qui arrivent à chaque édition. On a des nouveaux contributeurs qui viennent, et là après les profils sont assez différents. Voilà à peu près. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la page Facebook Fluocraft. C'est là que vous aurez toutes les informations. C'est un projet qui commence le 14 avril, qui se finit le 7 mai sur la plateforme Game on Tabletop. C'est quand même une plateforme qui a été créée spécialement pour gérer le crowdfunding consacré au jeu. Donc eux sont des spécialistes, ils savent ce qu'ils font. Ah, exactement, c'est très sérieux. Moi je les ai choisis également pour toute la logistique qu'il y a derrière et la façon de présenter les choses, puisque les gens pourront peut-être qui ne connaissent pas pourront regarder, mais on a vraiment un système de boutique intégré. C'est ce qui demande le plus de temps en fait à travailler pour préparer la campagne à chaque fois, renseigner tous les produits, les présenter. Donc on sait, les gens savent où est-ce qu'ils mettent les pieds. Quand ils vont passer au moment de concrétiser leur contribution, c'est bien expliqué. C'est comme s'ils étaient sur une boutique en ligne. Donc on n'a pas à devoir additionner dans son coin comme sur d'autres campagnes des sommes où on ne sait plus trop vraiment à quoi ils correspondent. Là, c'est bien fait, on est bien guidé. Et moi, de l'autre côté, je sais exactement qui commande quoi, et ce qui me permet d'avoir un suivi vraiment personnalisé et régulier de chaque commande. C'est ce qui fait, je pense aussi que les gens reviennent au-delà du sérieux qu'on peut apporter à chaque commande, mais ça permet les gens qui franchissent le cap de Game On, parce que tout le monde n'est pas sur Game On, par contre, faut quand même en être conscient. Mais ceux qui franchissent le cap après sont plutôt satisfaits de l'aventure et partent aussi sur d'autres projets. Ça arrive. Donc oui, c'est une plateforme sérieuse et pour le coup française. Donc on peut vraiment saluer leur travail et la qualité de leur travail. C'est la campagne Gamma qui débute le 14 avril. Vous avez jusqu'au 7 mai pour vous y intéresser. C'est autour du jeu ColorQuest et c'est Fabien Fries qui nous en parlait. Merci beaucoup et très bonne campagne. À la prochaine en fait. Merci Xavier, avec grand plaisir. J'espère qu'on se reverra pour Delta, mais je ne suis pas inquiet. Merci. Merci Xavier.